Alors, ça, c'est le train dans lequel je me suis retrouvée pour aller de la ville de Tokushima à Miyoshi. Je ne le savais pas, mais il s'agissait en fait d'une ligne de train spéciale, la Yoshinogawa Torokko. Au début du trajet, on nous a proposé de nous installer dans la rame à l'air libre pour mieux admirer le paysage pendant qu'une guide nous racontait l'histoire de la région. Le personnel à bord du train nous a également proposé à manger et à boire, de nous prendre en photo avec la pancarte du train, ça, c'est la mienne, et on pouvait même acheter une peluche. Ah oui, et il y avait aussi plein de gens qui nous faisaient coucou quand le train passait. C'était vraiment une expérience des plus étonnantes. Je suis bien arrivée dans la ville de Miyoshi, où j'ai retrouvé Camille, que vous avez pu voir dans la vidéo précédente. Mais nous n'avons pas pu check-in dès notre arrivée, alors nous sommes allés directement visiter un musée non loin de là, le musée du tabac d'Awa Ikeda. Situé au centre du Shikoku, l'ancienne ville d'Ikeda, aujourd'hui intégrée à Miyoshi, a toujours occupé une position stratégique au croisement des routes reliant le nord, le sud, l'est et l'ouest de l'île. Au XIXe siècle, la production de tabac à Awa Ikeda connut un essor remarquable, contribuant au développement d'une économie locale fondée sur la collecte et l'échange de nombreuses marchandises. Le musée est par ailleurs installé dans l'ancienne résidence d'un fabricant de tabac qui a prospéré de la fin de l'époque d'Edo à l'époque Meiji. Stylé. Bienvenue dans la guest house Heso House à Miyoshi, toujours dans la préfecture de Tokushima. Ça, c'est des manju, c'était très très bon.
Si elle saute, je suis deg de ouf. Oh non, elle a eu peur du sac, bichette. Non mais t'es sérieuse là? Non, elle est partie dans ma valise. Ah putain. Oh non, il faut... C'est pas le bon... Je la vois plus. Ah bah super. Ah, elle est là. Le problème c'est qu'elle a sauté quoi. Elle a sauté beaucoup. Et j'ai pas spécialement envie qu'elle me saute dessus. Jette le truc dessus. Mais imagine, elle me saute dessus. Je sais pas. Putain, mais ça va être pire ça. Ça va la faire... Ça va la faire flipper. Mais regarde mieux. Ah bah. Putain, mais comment on fait avec ça? On n'a rien de plus pointu. Oh, le cintre. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec le cintre? Bah, la faire bouger de là, parce que là, je peux pas trop l'atteindre. Vas-y, là, contre le mur. Ah non, mais parce qu'après, elle saute sur le... Putain. Elle est là. 15 septembre 2025. Direction le musée de l'ancien hôpital Kitamuro à Tsurugi, fondé en 1868 par le docteur Bunsai Kitamuro, son premier directeur. Depuis lors, 6 générations de médecins se sont succédés pour assurer les soins médicaux dans la région pendant 150 ans. Le bâtiment de l'hôpital, construit en 1921, est un édifice en bois de style occidental. Le dernier directeur de l'hôpital, Tadao Kitamuro, étant décédé en 2019, son fils adoptif Chikato Kitamuro a eu l'idée de transformer l'hôpital en musée afin de préserver et de revaloriser non seulement le charme du bâtiment, mais aussi la culture et l'histoire médicale de la région. Commençons la visite. La salle de radiologie. Celle-ci présente des équipements achetés en 1967 au prix réduit d'1,5 million de yens. Ici, l'appareil était manipulé au-dessus du patient en le faisant coulisser manuellement sur les rails au sol afin de procéder à la radiographie. La salle de consultation. Sur le bureau sont alignés, entre autres, des dossiers médicaux vieux de 100 ans ainsi que divers instruments médicaux et des tampons utilisés par le docteur Tadao Kitamuro jusqu'en 2007. Sur le lit où les patients étaient auscultés, est exposé le contenu de la mallette de visite médicale du docteur Yoshishige Kitamuro, le grand-père de Chikato Sensei, qui nous fait l'honneur de nous faire une visite guidée de l'hôpital. Au centre, nous pouvons notamment trouver des étuis de protection pour tubes de prélèvement sanguin en bois, un matériau qui n'est plus du tout utilisé de nos jours. La pharmacie. Sont exposés notamment des flacons de plantes médicinales centenaires, ainsi que de nombreuses boîtes vides de médicaments. Personnellement, j'adore observer les anciens packaging. Le visuel est évidemment passionnant, mais je trouve aussi intéressant de pouvoir observer comment les matériaux utilisés se sont conservés ou dégradés à travers le temps. Ici, il y a de tout, comme par exemple cette boîte de cocaïne, vendue 15 cents et qui était utilisée pour soulager les maux de dents chez les enfants. On l'utilisait aussi comme anesthésie locale en cas d'incision, notamment au niveau de la gorge ou du nez, parfois avec des injections de morphine en complément. Bien sûr, les stupéfiants retrouvés sur l'étagère à substances dangereuses ont été éliminés sous la supervision d'agents des stupéfiants à la fermeture de l'hôpital. La salle de soins. L'utilisation d'un certain nombre des instruments médicaux exposés ici est incertaine, mais Chikato Sensei fait aujourd'hui un travail de recherche sur ces objets à l'aide des nombreux livres et documents de l'époque à disposition. Mais j'aimerais quand même vous présenter quelques instruments. Par exemple, ce cautère Packlin, que je vous ai encerclé sur l'image. Il s'agit d'un cautère à flamme alimenté par soufflet utilisé au début du XXe siècle pour chauffer une pointe métallique et cautériser des tissus en petite chirurgie. On l'utilisait notamment pour traiter les conjonctivites aiguës avec sécrétion abondante que l'on traiterait aujourd'hui plutôt avec des antibiotiques. En haut de cette image, il y a des cathéters urinaires. La souffrance causée par l'hypertrophie de la prostate était telle que les patients étaient prêts à vider leur vessie en introduisant ces tubes métalliques dans leur urètre. Afin de procéder à la dilatation de la sténose, ces bougies en acier étaient insérées à intervalles de 1 à 2 minutes, de la plus fine à la plus épaisse, afin de permettre à l'urine de s'évacuer. C'était une intervention requérant une grande dextérité, sans quoi la paroi utérale risquait d'être perforée. Sur une note plus légère, on trouve en bas à droite de l'image des lunettes anti-UV.
Ensuite, nous entrons dans ce qui est une reconstitution d'une salle d'opération des années 1920. Les fenêtres étaient particulièrement grandes et orientées est afin de laisser passer le plus de lumière naturelle possible, les lampes électriques n'étant pas encore très puissantes. Sur cette planche, on observe de gauche à droite un abaisse-langue, un flacon d'éther, un masque de Schimmelbusch, un dispositif d'ouverture et en bas des pinces à gaz. En effet, à l'époque, on pratiquait l'anesthésie au chloroforme et à l'éther en déposant quelques gouttes sur la gaze qui recouvrait le masque afin d'en faire inhaler les vapeurs aux patients. L'éther était relativement sûr mais hautement inflammable et causait des irritations respiratoires, nausées et vomissements. Tandis que le chloroforme était plus agréable à utiliser mais beaucoup plus dangereux pour le cœur, le foie et les reins. De plus, la différence entre la dose efficace et la dose létale était particulièrement faible. Finalement, ces méthodes ont cessé d'être utilisées avec l'arrivée d'agents inhalés modernes, plus stables et infiniment plus sûrs au milieu du XXe siècle. Ici, vous avez un set d'instruments de chirurgie orthopédique avec notamment un couteau long et tranchant, que l'on voit sur la gauche, ainsi qu'une scie, tous deux destinés à pratiquer des amputations telles que sur les schémas suivants. Le bureau du directeur. Il s'agit d'une reconstitution de l'époque où le docteur Yoshishige Kitamuro l'utilisait, il y a 100 ans. On y retrouve ses tampons originaux, son microscope de fabrication allemande ou encore sa machine à écrire Royal Ten, ainsi qu'une bibliothèque remplie de livres de l'époque. Nous terminons la visite avec les quartiers des infirmières qui logeaient sur place pendant qu'elles étudiaient et travaillaient. Je tiens à remercier une nouvelle fois le docteur Chikato Kitamuro de nous avoir permis de visiter ce magnifique hôpital et d'avoir pris le temps de tout nous expliquer. Kitamuro sensei, kono subarashi byōin o kengaku sasete itadaki, mata gosetsumen itadaku jikan o saite itadaki, makoto ni arigatou gozaimashita. Nous nous dirigeons à présent vers l'école primaire Kamiya. Fondée en 1889, elle ferme en 1999 en raison de la baisse du nombre d'élèves et d'une fusion avec une autre école. Aujourd'hui à l'abandon, des problèmes budgétaires retardent sa démolition malgré son vieillissement avancé. C'est d'ailleurs dans cette pièce que j'ai eu la peur de ma vie quand j'ai commencé à m'enfoncer soudainement dans le sol alors que j'étais immobile au centre. En effet, la moquette verte qui le recouvrait m'empêchait d'en constater l'état. Je n'ose imaginer à quoi cela devait ressembler en dessous. Mais heureusement, j'ai vite réagi et j'ai pu sortir de la pièce indemne.
suis en train de cuisiner tranquillement là. Mais je ne suis pas seule. Attention. Waouh, elle est énorme. Moins grosse que celle d'hier, mais bon, comme elle saute, c'est quand même pas très agréable, on va pas se mentir. Elle fait sa vie, hein. Au revoir. Camille nous a fait un brunch de ouf. Ça va être trop trop bon. Aujourd'hui, on visite la maison des yokai. Les yokai sont des créatures surnaturelles du folklore japonais, esprits, monstres, animaux métamorphes ou phénomènes étranges. Ils ne sont pas forcément maléfiques, beaucoup sont ambigus, farceurs ou simplement incompréhensibles selon la logique humaine. Le terme apparaît dès l'époque de Heian, utilisé par les lettrés pour désigner des phénomènes inexpliqués. Mais les yokai se structurent véritablement à l'époque d'Edo, grâce à la diffusion massive de livres illustrés et de rouleaux populaires. Au fil du temps, certains yokai ont été créés pour expliquer des faits du quotidien. Par exemple, Kawamisaki. L'été, adultes et enfants se rendaient à la rivière pour jouer et pêcher. Mais à l'époque, les gens ne pouvaient pas aussi bien se nourrir que de nos jours et s'alimentaient principalement avec du riz à l'orge et des pommes de terre. Dans ces conditions, il était courant qu'ils meurent d'épuisement et de faim. On disait alors que ces personnes avaient été approchées par les Kawamisaki, les esprits vengeurs des noyés qui les auraient possédés, privés de leur force vitale et rendus paralysés. Ce phénomène surnaturel sert de mise en garde contre les dangers des rivières encore aujourd'hui. Ici, on observe la belle femme Tanuki. Vous pourrez la croiser si vous marchez le long de la route la nuit. Elle vous fera signe de la suivre et si vous acceptez l'invitation, vous marcherez indéfiniment. Vous ne parviendrez pas à vous arrêter, jusqu'au moment où vous remarquerez que vos vêtements sont en lambeaux et que vous êtes couverts de blessures. Reprenant vos esprits, vous réaliserez que vous avez été dupé par un tanuki. Même s'il n'était pas mentionné au musée, je voulais quand même vous parler du yokai Amabie, un être marin censé prévenir des épidémies et qui a été massivement repris au Japon pendant la pandémie de Covid-19 sur des affiches, des mascottes et autres produits dérivés comme porte-bonheur collectif. Désolée d'interrompre ce moment suspendu dans le temps, mais figurez-vous que ce petit crabe m'a attrapé les orteils alors que j'avais les pieds dans l'eau. J'ai paniqué sur le moment, mais je suppose qu'il voulait juste me serrer la pince. Bah maintenant il y a un lézard derrière la porte. 17 septembre 2025. Encore une journée à 30 degrés en moyenne. On ne le sait pas encore, mais on va passer un après-midi pour le moins déconcertant. Mais pour l'instant, on a la chance de pouvoir profiter d'une vue imprenable sur la ville en utilisant un téléphérique qui nous mène à notre objectif principal, le temple Hashikura. Appartenant à l'école bouddhiste Shingon, la fondation de ce temple est traditionnellement attribuée à Kukai, en l'an 828. Situé sur le flanc sud du mont Hoshuzan, à environ 630 mètres d'altitude, au-dessus de la vallée de Miyoshi, c'est un lieu réputé pour ses cerisiers au printemps et ses érables à l'automne. Il est le 15e temple du pèlerinage des 20 sites sacrés exceptionnels du Shikoku.
C'est trop tard. Vous voyez peut-être pas, mais il y a des grosses araignées dans des toiles qui font toute la zone d'un côté à l'autre. Quel plaisir! Et par contre, on va pas à gauche parce qu'il y en a une autre. Donc on passe bien au milieu. On vient de sortir de ce chemin-là. C'est écrit vraiment, passez pas, hein, c'est dangereux de ouf et tout. Mais comme on est arrivé par l'autre côté et que c'était pas écrit, bah on est passé quoi. Et effectivement, c'était pas terrible. Beaucoup d'araignées et beaucoup de toiles d'araignées partout du coup. Mais aussi plein de cailloux, de roches par terre. Donc effectivement, je pense que c'est pas idéal. C'était pas du tout entretenu. Des gros rondins de bois qui prennent tout le passage. Bref, c'était l'aventure. Hein, bon, on a réussi à sortir, tout va bien. On était littéralement là-bas il y a 20 minutes, dans les montagnes là, qu'on ne peut plus voir tellement il y a de pluie. Oh là là, et il vient d'y avoir un éclair, il est tombé vraiment juste à côté de nous. Ça a fait sursauter tout le monde tellement c'était violent. Waouh! Oh putain. On doit rentrer à pied là. On doit rentrer à pied. Ça va nous prendre quoi? 20 minutes? Moi j'hésite avec le parapluie. Hein. On n'ose pas y aller. Oh là là. Oh! Moi ça me dérange pas d'être dedans. Les nuages sont en train de s'échapper de la montagne. Il y a toujours l'orage, hein, mais il est beaucoup plus loin, il est parti de la vallée. C'est ça va. Qu'est-ce que t'en penses, c'est moi? Tentative d'urbex aujourd'hui, ratée. Oh! Non, j'ai eu un faux espoir, ça ne semble pas accessible. Trop de branches. Finalement, on va passer par l'entrée principale, mais on fait vite car ça donne directement sur la route et il y a des voisins. La visite de l'hôtel Ikeda Dam peut enfin commencer. Il s'agissait d'un love hotel ouvert entre 1975 et 1982, dont l'activité aurait duré jusqu'à 2008 environ. Je n'ai pas beaucoup d'informations sur le lieu, mais on peut constater l'originalité des chambres, notamment celle-ci, avec un lit en forme de voiture. Après avoir esquivé plusieurs toiles d'araignée, j'ai eu la chance de trouver un squelette de Hakubishin, plus connu en français sous le nom de civette masquée. Vivant, il ressemble à ça. Vous pouvez apercevoir le squelette sur un des 2 fauteuils rouges à l'image, mais je m'apprête à vous montrer des photos zoomées, alors si vous ne souhaitez pas le voir de trop près, fermez les yeux maintenant et je vous dirai quand les rouvrir d'ici 15 secondes. Il s'agit d'un carnivore plutôt actif la nuit. Il consomme des fruits dont on voit encore des noyaux dans la cavité abdominale, des légumes, des insectes, des petits animaux et des œufs. Ici, on peut voir que le corps en décomposition de l'animal a laissé une forme assez nette de celui-ci sur le fauteuil. Une partie de la mâchoire de l'animal était étrangement séparée du reste du squelette. Ça y est, vous pouvez rouvrir les yeux, enfin, si vous n'avez pas peur des araignées. Écoutez-moi bien, je sais pas ce que c'est, mais je passe pas. On dirait des araignées sauterelles, parce que je les ai vues sauter en fait, hein, et qu'elles ont l'air d'avoir des grandes pattes. Putain, je l'avais pas vue celle-là.
Là, il y avait un centre vétérinaire abandonné et on a dû ressortir parce que Camille a vu qu'il y avait une caméra et elle avait l'air de fonctionner de ouf. Du coup, on est très raisonnable et on est reparti. Mais je suis deg parce qu'il y avait des bocaux avec des êtres vivants, visiblement, dans du formol. Tout ce que je kiffe. Je suis trop deg. Mais bon, faut être raisonnable. On veut pouvoir rester sur le territoire japonais quand même. Tant pis. Ça y est, le voyage à Miyoshi est terminé. J'ai passé un super moment avec Camille. Si j'ai des choses à vous recommander, c'est définitivement les gorges d'Oboke. C'était tellement beau. D'ailleurs, on se l'est dit plusieurs fois, on a vraiment l'impression d'être finalement dans l'Ardèche japonaise parce que le décor est le même, avec des petites touches de petits bâtiments japonais par-ci par-là, et même les constructions des ponts et tout ça, c'est un petit peu différent, j'ai l'impression. Et je vous le recommande aussi parce que nous, on a fait une balade en bateau, donc c'était assez calme, il y avait quand même plein d'explications et tout ça au micro, mais le décor était très beau. Après, il y a bien sûr toutes les activités, style canyoning, rafting, canoë-kayak, il y a vraiment de tout. Donc si vous avez l'occasion de venir dans le Shikoku, je vous le recommande à fond. Après, quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était quand on a visité l'école élémentaire de Kamiya, un urbex. C'est un peu dur à recommander parce que je vous recommande pas forcément d'aller visiter des lieux abandonnés, c'est quand même illégal et vous risquez un petit peu de vous faire attraper, c'est pas top. Surtout que je recommande pas non plus forcément la garde à vue au Japon. Je l'ai pas vécu, hein, mais par retour d'expérience de personnes autour de moi et bien sûr de tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, à la télé, tout ça, dans les documentaires, ça donne pas très envie. Mais en tout cas, si vous êtes fan d'urbex et que vous passez par là, vraiment incroyable. Il y avait encore tellement de choses, il y avait une bibliothèque entière de tous les bouquins de l'école qui est juste restée sur place. Franchement, c'est incroyable. Waouh, vraiment, c'était trop beau. Et par contre, c'était la première fois que je me suis enfoncée dans le sol. Pourtant, j'en ai fait de l'urbex, hein. Et dans des lieux, je vais pas vous mentir, quand même très dégradés. Ah bah il y a un petit lézard là-bas. Pardon, je me laisse vite déconcentrer. Mais donc, en fait, j'étais simplement dans une pièce avec de la moquette au sol. Heureusement, j'étais en rez-de-chaussée. Je suis rentrée dans la pièce, j'ai commencé à prendre des photos, des vidéos, et d'un seul coup, j'ai senti vraiment le sol s'affaisser sous moi. Putain, je vous raconte pas la panique. J'ai commencé vraiment à sauter pour partir en mode putain. Vraiment, j'ai eu très peur, alors qu'en vrai, bon bah, on est au rez-de-chaussée quoi. Ça aurait été beaucoup plus inquiétant si j'avais été à l'étage, mais je connais pas cette sensation et je sais pas ce qu'il y a en dessous. En vrai, ça se trouve, il y a une cave en dessous. Mais en vrai, il y a une cave en dessous, je pense, parce que le bâtiment était surélevé. C'était peut-être un peu dangereux quand même alors. J'en sais rien. Toujours est-il que, évidemment, c'était très stressant, mais je suis sortie saine et sauve de la pièce et j'ai pu continuer mes petites affaires ailleurs. C'était la première fois, je crois, que je faisais une école abandonnée. En tout cas, dans ce style, c'est sûr, parce que j'avais fait une université d'architecture aux alentours de Paris. Et bon, je vais pas vous mentir, c'était pas aussi palpitant. Après, c'est sûr qu'en tant que Française habituée à l'urbex dans des lieux français, l'architecture n'est pas la même et ça a vraiment une autre saveur de voir les bâtiments japonais qui sont construits d'une toute autre façon commencer à changer par le temps qui passe et la nature qui reprend ses droits. Et ça se fait d'une façon encore différente et il n'y a pas vraiment de dégradation faite par l'humain, ou alors c'est rare, ou alors c'est des lieux vraiment très connus et vraiment très proches des très grandes villes, voire à l'intérieur. Bref, c'était transcendant, je dirais. Ma petite déception en revanche, c'est définitivement le cabinet vétérinaire abandonné, parce qu'on a pu voir à travers les vitres qu'il y avait des animaux dans du formol, dans des bocaux. Et j'avoue que ça, c'est un peu un rêve d'urbexeur de pouvoir voir ce genre de choses. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est trop intéressant, vraiment. Je sais que c'est un peu gore, un peu glauque, mais je sais pas, c'est passionnant. Ça sort un peu de l'ordinaire aussi, ça sort de son quotidien de voir ce genre d'objet. Et bon, on a vu qu'il y en avait, d'ailleurs on a commencé à rentrer dans le lieu en vérité,
Mais ce qui s'est passé, comme vous l'avez vu sur les images, c'est que Camille a remarqué qu'il y avait une caméra qui était très très en fonctionnement, car vraiment très récente, il y avait plein de lumière, tout ça. Donc bon, on a fait 2 pas dans le lieu, on est ressorti direct. Après, on a croisé 3 voitures de flics, on a paniqué à mort. En fait, c'était pas pour nous, visiblement. Mais en plus, à chaque fois, elle s'arrêtait un petit peu, elle ralentissait à notre passage. C'était très stressant, mais pour rien, puisque, écoutez, aucune retombée, on ne nous a pas attrapés, tant mieux. Bref, on va s'arrêter là. Prochaine étape, Aki, dans la préfecture de Kochi. À la base, j'étais censée aller à Kochi directement, sauf que malheureusement, plus de place dans les hostels et autres guest house, et il est hors de question que je paye 45-60 balles une nuit d'hôtel, même si c'est qu'une nuit. Donc je me suis dit, ok, c'est pas grave, je vais rajouter une étape à mon voyage, il y a d'autres endroits que j'ai envie de voir. J'y reste que 4 jours et après, je vais effectivement à Kochi cette fois-ci. Et j'ai super hâte parce que là, tout de suite, je ne peux pas vraiment m'entraîner pour le trekking. Mais une fois à Kochi, j'aurai une salle normalement qui sera déjà pas très chère et normalement assez équipée. Donc j'ai trop hâte. Et j'espère qu'il y aura peut-être moins d'insectes qu'ici aussi. Parce que là, entre les araignées, comme ça, les murs et les toits de toiles d'araignées, les serpents, les lézards, bon les lézards c'est mignon, mais les 1000 pattes énormes, c'est vraiment... c'est intense, hein. Après, je suis pas particulièrement phobique ou quoi que ce soit, mais juste, il y en a vraiment beaucoup. Et c'est vrai qu'on a été pris par surprise plusieurs fois, voilà. Bref, allez, je vais vous laisser sur ça, et nous on se revoit à Aki. Merci d'avoir regardé la vidéo. Elle aura mis pas mal de temps à sortir parce que je voulais être sûre de vous fournir le contenu le plus complet et qualitatif possible. J'espère que c'était réussi. J'espère aussi que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo.